parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut. Hey, salut Manu. En forme? Salut Youssouf. Vincent. Yes. Ah, j'étais en ligne avec toi. Ok, merci beaucoup, bro. Sois le bienvenu. JC, Jésus-Christ, Alice, Dagobert, ça va bien? Ok. D'accord, je vais le faire. Hein. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Salam, salam, salam. Salut les gars. Mano Lima, mon cher ami. Ok. Alors, merci d'être au rendez-vous. Hein. On essaie de respecter en fait un rituel. Et je me réjouis de vous voir au rendez-vous. Soyez les bienvenus. Alors, on refait l'actu, hein, on refait le point sur l'actualité. Alors, sans plus tarder, on va y aller, hein, mes amis. Soyez les bienvenus. Alors, j'essaie d'instituer en fait ce point régulier qui nous permet en fait de faire un reviewing, hein, une revue en fait de tout ce qui s'est passé les 7 derniers jours. Et je me dis, on prend au maximum 5 points et on essaie de les traiter sur 60 minutes. Et voilà, on voit ce que ça donne. Ok? Soyez les bienvenus, nous sommes le dimanche 7 juin, mes amis. Alors aujourd'hui, vous connaissez le rituel, hein, on commence par décerner des bonnets d'âne et des bonnets, des lauriers en fait. Et le premier bonnet d'âne, en fait, il va au ministre de l'Éducation nationale. Évidemment, je pense que vous serez tous d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous connaissez le rituel. Hein. Vous écrivez simplement vous mettez votre commentaire si vous n'êtes pas d'accord, et puis on traite la question. OK? Donc, le ministre de l'Éducation nationale, à cause du raté de la rentrée avortée, 2 choses d'ailleurs à ce sujet. Moi, je fais partie de ceux qui estimaient que la rentrée était une mauvaise idée. Donc, je l'avais déjà nominé pour un bonnet d'âne pour la décision de faire la rentrée scolaire. Et ensuite, alors au dernier moment, je veux dire vraiment à quelques encablures, ce raté honteux, cette reculade en rase campagne, c'est vraiment, je ne sais pas quoi penser en fait. C'est-à-dire que je me retrouve à avoir honte d'appartenir à un gouvernement, d'appartenir à un État qui célèbre finalement la médiocrité. Je veux dire, de ce que nous avons à faire dans la vie, les choses les plus simples sont la planification. Salam Djibi, sois le bienvenu, bro. Ouais, Vincent, Vincent, pardon, j'ai pas bien compris. Ah, ok, c'est pour le point dont nous avons parlé tout à l'heure. Ok, oui, bon, on abordera ces sujets-là tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Midose, sois la bienvenue. Djibi Anne, merci beaucoup, bro.
Ousseinou, mon frère, sois le bienvenu, merci beaucoup. Shalom, shalom, merci beaucoup. Alors, donc le ministre de l'Éducation nationale, bonnet d'âne absolu. Et ensuite, je voulais quand même dire quelque chose de très précis parce que ça m'a touché. L'école Notre-Dame, l'institution Notre-Dame, que tout le monde connaît, qui est une institution de renom, et donc quand même la particularité, c'est quand même d'avoir beaucoup d'élèves. Tout le monde le sait. Eh bien, dans le cas de la préparation en fait de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Ousmane, sois le bienvenu. Le ministre de l'Éducation nationale n'a rien trouvé de mieux à faire que de donner en fait juste un lave-main, mes amis, un lave-main, euh, une bouteille de savon liquide, un gel hydroalcoolique. Voilà, et je crois que je n'ai rien oublié. Hein. En tout cas, c'est difficile d'oublier ça. Il y avait un exemplaire de chaque. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous prenez des décisions comme ça et puis vous êtes incapable de les assumer. Je rappelle que le président Macky Sall nous a raconté une belle histoire en nous disant je mets 1000 milliards sur la table pour lutter contre le Covid. Et donc 2000 milliards, finalement, la seule chose, justement, alors il faut savoir hein, qu'il y a environ, combien ils nous ont dit d'ailleurs 500 000 étudiants, 500 000 élèves au Sénégal, et dedans, il n'y avait que 200 000, nous ont-ils dit, qui seraient concernés par les examens. Alors, pour 200 000, qu'est-ce qu'on fait? On donne à chaque école un lave-main, c'est ça? Non, c'est honteux. C'est honteux et je vous avoue que j'ai quand même rencontré quelques difficultés à concevoir cette rentrée scolaire-là et ce qu'ils faisaient. Mais c'est le propre aussi des armées mexicaines. Vous savez ce que c'est une armée mexicaine hein? C'est une armée dans laquelle il n'y a que des généraux. Tout le monde est un patron et il n'y a personne qui soit capable d'exécuter. Et ce qui fait que dans ces armées-là, on ne sait plus comment on exécute les choses en fait. Donc voilà, pour ça, vraiment, bonnet d'âne, zéro pointé pour le ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, je voulais aussi nominer au bonnet d'âne le docteur Mera. Vous savez, c'est le fameux responsable de l'étude de The Lancet, là, l'étude qui a fait grand bruit, là. Dont je reviendrai d'ailleurs dans le cadre de cette émission sur ce point-là, l'étude du The Lancet, en fait, qui est, de mon point de vue, hein, un cas typique de ce qu'on appelle en anglais un misconduct. Donc, de mauvaise conduite, en fait, de scientifiques et de journalistes. Parce qu'il faut rappeler que, en dépit du fait que le Lancet soit un journal spécialisé, il n'en demeure pas moins un journal d'abord. Et donc, les règles de base du journalisme, en fait, c'est le recoupement, c'est la déontologie, c'est le fait de donner la parole à l'autre partie. Et puis, c'est surtout, il y a ce qu'on appelle dans les études le peer reviewing, c'est-à-dire la revue par les pairs. C'est-à-dire que quand vous produisez un article scientifique, vous le donnez d'abord à vos pairs pour qu'ils le lisent et qu'ils vous critiquent, ma foi, qu'ils vous disent ce qui n'a pas fonctionné. On ne peut pas imaginer une demi-seconde que cet article-là ait été reviewé. Après, bon, j'ai déjà fait un point dessus, une émission dessus. N'hésitez pas à repartir la voir si vous le souhaitez. L'émission sur laquelle nous faisions un point, parce que nous avions à l'époque déjà estimé que l'étude du Lancet serait un tournant dans cette lutte contre le coronavirus. Et ça l'a été, à n'en pas douter. C'est une reculade en rase campagne, j'y reviendrai un peu plus tard. Troisième personne à laquelle je souhaitais décerner un bonnet d'âne, et je pense que nous serons tous d'accord dessus. Salut grand-pape, merci beaucoup. Le dernier auquel je souhaitais décerner un bonnet d'âne, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a raté une belle occasion de fermer sa grande gueule. Voilà, ça me démangeait, j'avais envie de le dire. Vous connaissez mon attachement aux règles de politesse et de bonne conduite. Dans mon éducation, on n'insulte pas. Mais ma foi, Éric Zemmour est venu lors d'une émission et nous dire, dans le blanc des yeux, les Blancs ont 2 fois plus de chances d'être tués que des Noirs aux États-Unis. Oui, 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 il a dit ça. Il a dit ça. Et il a dit qu'il y a à peu près 8000 morts blancs par an et 4000 morts noirs. Alors, évidemment, au-delà du culot avec lequel il assène ces chiffres-là, parce qu'il en faut du culot, mais bon, l'homme ne manque pas de culot. Il nous a habitués quand même à les statistiques sur la criminalité en France, alors que la France officiellement ne tient pas de statistiques
basées sur l'ethnie, donc pas de statistiques ethniques, mais lui, il les a quand même. On lui demande, et d'ailleurs, parce que je suis allé revoir cette émission-là, on lui demande, mais comment vous avez pu avoir des statistiques dans un pays qui officiellement n'en tient pas, donc ne tient pas de registre en fait basé sur la race. Alors il nous dit en fait que c'est des études universitaires. Attention, qu'on se comprenne bien, il y a des études sociologiques universitaires qui peuvent effectivement aborder ces questions ethniques-là, mais pas des études qui donnent un compte aussi précis des statistiques carcérales par ethnie. C'est pas vrai. Et alors, pour ceux pourquoi je lui donne un bonnet d'âne? Parce que, au-delà du fait que je n'aime pas l'homme, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs, il dit en fait que 8000 morts blancs par an et 4000 noirs, et que les blancs ont 2 fois plus de chances d'être tués que des noirs. Alors, les dernières statistiques du FBI montrent que 7407 noirs ont été tués en 2018, contre 6088 blancs. Alors que les noirs représentent 13,4% de la population et que les blancs 76,5% de la population. Ces chiffres-là, je les tiens du Bureau du recensement des États-Unis. Dès lors, s'il y a plus de noirs tués que de blancs, alors que la proportion des blancs est supérieure à celle des noirs, il y a bien une surmortalité. Alors, Éric Zemmour, de grâce, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Voilà. Je tenais à le dire ça et je l'ai dit. Alors, je voulais aussi décerner quelques lauriers. Et le premier laurier ce soir, il va à Joe Biden. Joe Biden, pourquoi? Parce que Joe Biden aux États-Unis, salut Doudou, sois le bienvenu. Joe Biden aux États-Unis, en fait, évidemment, c'est la campagne électorale, hein, elle est lancée. On en reparlera d'ailleurs un peu plus tard, plus amplement. Mais comme la campagne électorale est lancée, Joe Biden, justement, après vous savez, le décès de George Floyd, qui est décédé sous les coups de boutoir Derek Chauvin, le policier, justement, qui l'a asphyxié, hein, qui l'a littéralement étranglé. Et c'est ça qui est la cause de sa mort. Mais plus globalement, au-delà de Joe Biden, en fait, je voulais quand même célébrer George Floyd. Parce que George Floyd a été enterré il y a peu, je crois vendredi exactement. Et pour moi, George Floyd n'est pas décédé seulement du genou de Derek Chauvin. Il est aussi et surtout décédé du racisme institutionnalisé de l'Amérique white anglo-saxon protestant. Cette Amérique-là blanche, cette Amérique anglo-saxonne protestante, cette Amérique qui célèbre, cette Amérique du racisme d'État, c'est cette Amérique-là qui, plus sûrement que le genou de Derek Chauvin, a tué George Floyd. Et puis, voilà, donc je voulais quand même, et c'est une exception, habituellement j'ai 3 lauriers à décerner. Aujourd'hui, je n'en ai qu'un seul à décerner, et il va à Joe Biden pour sa posture dans l'affaire George Floyd. Et donc, on en reparlera un peu plus tard, si vous le souhaitez. Alors, aujourd'hui, George Floyd est enterré. Mais concrètement, c'est quand la fin du racisme d'État aux États-Unis? C'est quand la fin du racisme d'État aux États-Unis? Parce que, regardez, le 25 mai 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, George Floyd meurt lors d'un contrôle de police banal à Minneapolis. Et il a été plaqué au sol et il a subi sur son cou la pression du genou d'un policier pendant plus de 8 minutes. 8 longues minutes. Son agonie a duré 8 minutes interminables. En criant « I can breathe », je ne peux pas respirer. Et en plus, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, et de mon point de vue, les réseaux sociaux ont un rôle à jouer dans tout ce qui se passe en ce moment. Frère Pierre-Marie, sois le bienvenu, bro. Sois le bienvenu. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, cette mort, il y en a près de 7000 chaque année d'Afro-Américains. Ok, pas de brutalité policière, mais on a chaque année au moins 7000 qui meurent sous les coups de boutoir, qui meurent de façon violente. Et le problème, en fait, et pour moi c'est un problème institutionnel, c'est que si le monde entier aujourd'hui manifeste
pour réclamer justice pour George Floyd, c'est essentiellement parce que George Floyd nous a fourni en fait un beau prétexte pour dénoncer les violences policières, mais plus que les violences policières, pour dénoncer le racisme. Et le racisme institutionnel, c'est quoi? C'est lorsque l'État est le raciste. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est l'État qui est raciste aux États-Unis. Regardez, il y a de façon simple, hein, prenons le cas du budget aux États-Unis qui est consacré aux écoles publiques et la qualité de leur enseignement. Aux États-Unis, les quartiers les plus aisés sont généralement plus blancs. Et ils ont plus d'argent pour financer l'éducation des enfants et de meilleures conditions de travail pour les professeurs, même dans le système public. Hein. Ce qui a pour conséquence quoi? Que ça attire en fait les meilleurs dans ces écoles-là. Et puisque ça attire les meilleurs dans ces écoles-là, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que les enfants des Blancs qui vont dans ces écoles-là bénéficient d'une éducation de qualité qui est infiniment meilleure. Alors, il y a aussi une question, c'est le point de rencontre. Il y a quelque chose qui... Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que disent les gens? Et ça, c'est important. J'ai entendu des amis à moi qui, justement, sont des intellectuels hein, de renom, dire il n'y a pas de racisme d'État, il y a un racisme, il y a des personnes racistes. J'ai vu d'ailleurs Rokhaya Diallo, et je pense que vous avez tous assisté à ça, se faire prendre à partie sur RTL par des journalistes, en fait, qui lui disent non. L'argument des journalistes sur RTL en face de Rokhaya Diallo, c'était de dire mes amis, il n'y a pas, en fait, de racisme dans la police, si je prends cet exemple-là, parce que ça a créé aussi les organisations de la société civile sont vent debout pour lutter contre le racisme. Et en France, il y a eu la marche pour Adama Traoré. Adama Traoré, qui est mort aussi de violences policières, étouffé dans un commissariat. Et on dit non, qu'il y ait des policiers racistes. C'est vrai, c'est un sujet, mais que ça ne fait pas un racisme systémique. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. En France, en fait, l'État français a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour des violences policières et pour une question de... Et quand c'est l'État qui est condamné, c'est bien pour une posture dans laquelle l'État n'a pas été ce qu'il devait être. L'État a péché quelque part et donc il a été condamné. En fait, la notion de racisme institutionnel a été forgée par les militants des droits civiques aux États-Unis et c'est le fait en fait de... Salut Alimatou. Ouais, merci, merci Alimatou, ma petite sœur. Sois la bienvenue. Grande féministe en fait que j'adore en fait, moi je l'adore. Sois la bienvenue. Gabi, sois le bienvenu. Lamine Faye. Wawa, Dinawa Nitiafai, il n'y a pas de souci. Lamine Faye, qu'est-ce que tu veux dire par non? Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas ton sujet là. Salut Suzanne, sois la bienvenue, sister. Yeta, sois la bienvenue. Enrico, Sambou Sangaré, merci beaucoup. Ouais, Lamine Faye dit boy, coule d'Ourbal, d'Ourko Bal. C'est le seul salut pour les Noirs américains. Oui, mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Youssouf, je n'ai pas compris ta question sur leur statut social. Leur statut social de qui? Des Noirs américains? Est-ce que tu peux préciser ta question? Alors, effectivement, donc, cette question-là, donc, il y a quelque chose dans... On peut critiquer les individus. Effectivement, il y a des individus racistes. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les mécanismes institutionnalisés et structurels qui produisent de l'inégalité et de la racisation. C'est-à-dire le fait que l'on puisse imputer et traiter des groupes considérés comme des races à part entière. Je donne un exemple. Quand vous êtes en France, vous savez qu'ils ont mis en France le principe du CV anonyme. Pourquoi ils ont mis le CV anonyme? C'est parce qu'ils ont compris en fait qu'il y a un mécanisme de scanning. On repère en fait dans les CV l'ethnie et ceux qui ont une ethnie considérée entre guillemets à problème, les Arabes, les Noirs, etc., sont moins susceptibles de trouver un emploi. Le CV anonyme a donc été identifié comme une réponse à un mécanisme structurel de racisme. Mais écoutez, et en plus, il y a quelque part un point de rencontre, hein, vous savez, entre les formes, si vous voulez, interactionnelles, le fait d'insulter quelqu'un, sale noir, sale arabe, sale beurre, etc.,
et les formes structurelles de racisme. Parce que les premières formes, celles qui sont interactionnelles, les formes interactionnelles du racisme, elles sont constituées de ce qu'on appelle des micro-iniquités, des micro-injustices. Ça veut dire que moi, dans mes rapports, par exemple, je suis le vendeur, et ça, mes amis de la diaspora savent bien de quoi je parle. Tu voyages en fait en France et tu as un ticket de métro. Le fait que quand le contrôleur rentre dans le bus, par définition, il va aller premièrement vers les gens qui sont colorés, en partant de l'hypothèse, absolument pas vérifiée d'ailleurs, que tous ceux qui sont colorés sont susceptibles de resquiller. Ça, c'est un contrôleur qui prend une décision dans laquelle il y a de l'iniquité, mais c'est à son niveau personnel. Mais le fait qu'il ne soit pas sanctionné pour cette micro-iniquité-là fait que, de façon structurelle, le racisme se propage. Et puis, regardez bien, ces petites injustices-là, qui sont répétitives, elles sont corrosives, mais c'est surtout qu'elles sont inattaquables juridiquement. Comment vous allez attaquer le contrôleur du métro qui a contrôlé quelqu'un sur la base de sa couleur de peau, sans faire un sondage dans le métro pour vérifier si tout le monde avait la même chance d'être contrôlé. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas rapporter facilement, en tout cas, la preuve d'un racisme institutionnel, alors que fondamentalement, ce racisme institutionnel prend sa source dans la propagation de ce racisme-là, dont les agents publics, les fonctionnaires, les juges, j'en parlerai tout à l'heure, propagent ces iniquités-là. Il faut qu'on en parle. Et elles sont inattaquables juridiquement. Ensuite, il y a le fait qu'il y a des fois des règles et des procédures qui sont aveuglément inégalitaires. Vous voyez par exemple les logements sociaux. Les logements sociaux, qui en bénéficient le plus? Ceux qui, et je parle là des États-Unis, ceux qui structurellement sont les plus pauvres. Et ceux qui sont les plus pauvres, ils le sont à cause de mécanismes anciens, de mécanismes sociaux qui font que les nègres, les noirs, accèdent plus difficilement aux études supérieures et s'élèvent donc socialement plus difficilement. Ils ont donc plus longtemps besoin des mécanismes de soutien que la société met en place pour ne pas sombrer. Et les logements sociaux sont une des béquilles sociales que les États mettent en place pour rééquilibrer les sociétés. Quand vous allez dans ces mécanismes-là et que vous avez déjà été condamné, et la probabilité qu'un noir soit condamné aux États-Unis est plus forte que la probabilité qu'un blanc soit condamné aux États-Unis. Adèle, sois la bienvenue. Youssouf, excuse-moi, est-ce que leurs problèmes ne sont pas plutôt liés à leur statut social plutôt qu'à leur race? Oui, mais non, mais absolument, mais Youssouf, et franchement, merci beaucoup, jeune frère, parce que tu me permets en fait d'aborder cette question-là que d'aucuns ont pu assimiler au statut social. Mais d'où vient le statut social? Le statut social change par l'éducation. Personnellement, moi je suis né en Casamance. Je suis né donc à 450 km de Dakar, de la grande ville. Je n'ai pu m'élever socialement qu'en raison de l'éducation publique. Si la probabilité, et c'est ça le sujet, la probabilité aux États-Unis que vous tombiez dans une bonne école publique et que vous fassiez des études supérieures est plus faible quand vous êtes un noir. La probabilité que vous vous éleviez et que vous changiez votre statut social est donc plus faible. Le coût de la scolarité aux États-Unis tient à distance les noirs de l'éducation et de l'éducation supérieure. Comment vous pouvez comment vous pouvez faire des études supérieures si elles coûtent 50 000 $ par année? Comment vous pouvez faire des études supérieures? Vous ne pouvez pas. Aux États-Unis, il faut être extrêmement bon pour bénéficier de bourses, être très bon au sport, hein, généralement, et c'est pour ça que quand vous êtes très bon au basket, au football américain, etc., vous pouvez bénéficier en fait de bourses. Mais hors de ces conditions-là, l'argent ou l'excellence sportive, vous avez très peu de chances de faire des études supérieures. Mais dès lors, vous ne pouvez pas avoir, et c'est un système capitaliste, il faut se souvenir de ça,
Système capitaliste qui a quoi comme conséquence? C'est que si vous ne vous élevez pas socialement et que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent à travers le sport, le cinéma, la culture, le rap, plus récemment, et que vous financez vos semblables, vous ne pouvez pas changer le système. Et c'est ce que les lobbies noirs américains essaient de faire justement en changeant les choses. Mais on va pouvoir y revenir quand on en parlera. Quand on parlera tout à l'heure en fait de l'ancrage en fait de l'Amérique dans les pays, dans la discrimination. Ok. Lamine Faye demande en fait si est-ce qu'on peut faire la guerre, oui ou non. Mais en fait, tu sais, Lamine Faye, la guerre, c'est forcément entre deux États. Mais à l'interne, quand il y a une guerre, c'est une guerre civile. Et la guerre civile, est-ce qu'on peut la faire, oui ou non? Bien sûr qu'on peut la faire. Moi, je suis d'accord, il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre civile pour les droits. Pour les droits civiques, il faut se battre. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu la réaction de Trump quand il y a eu comment on va dire, la révolution, la révolte des gens qui justement demandent de la justice et exigent du procureur de traduire en justice ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Vous les entendez? Ils appellent l'armée. Il appelle l'armée et il met l'armée dans dans la rue et il demande à l'armée de faire régner l'ordre. Or, vous savez, la force symbolique de la présence de l'armée est très importante. Qu'est-ce que ça veut dire quand l'armée sort? Ça veut dire qu'il y a un ennemi intérieur, en fait, qui menace de déstabiliser l'État. Et l'armée est sous le contrôle fédéral. L'armée, c'est l'État fédéral qui le commande. La police, c'est les États, chacun pris individuellement, qui commandent la police. Donc vous voyez bien qu'il y a une force symbolique qui n'est pas neutre. Quand Donald Trump met l'armée, il est en campagne électorale. Il est en campagne électorale. Oui, alors, Edibi, merci beaucoup pour cette question. Qu'est-ce que tu penses de la sortie du ministre de l'Intérieur qui a saisi la justice suite à la publication d'articles révélant des messages à caractère raciste tenus par des policiers français? Mais en fait, Castaner fait exactement, et moi, franchement, en fait, tu as raison, Dibi, et c'est bien que tu me le rappelles. Pour moi, je célèbre Castaner. Vous savez que sous Sarkozy, jamais ça ne se serait su. Hein. On n'aurait jamais entendu parler de ça. Parce que, et c'est un calcul à deux niveaux. Vous savez qu'il y a les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, en fait, n'ont été calmés qu'à cause de la crise du coronavirus. Et le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, Castaner, qui gère le ministère de l'Intérieur et qui gère directement la police, il se met à dos en prenant une position très forte, en tout cas en faveur des droits de l'homme. Il prend une position contre les policiers. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un ministre de l'Intérieur lâcher ses troupes comme ça. Donc ce qu'il fait est à saluer. Ce qu'il fait est grand. Et moi, en tout cas, il fait quelque chose qui me rassure. Et Castaner, de ce point de vue-là, pour moi, est un grand ministre de l'Intérieur. Il prend son courage à deux mains et traduit en justice, en tout cas, saisit la justice, et peut-être qu'une enquête sera faite. Là, maintenant, ça échappe à son contrôle, mais politiquement, il fait ce qu'il doit faire. OK? Alors, je voulais quand même rappeler que les États-Unis sont un pays quand même à très forte tradition de discrimination. Vous savez que malgré le fait que les États-Unis aient accompli des progrès remarquables en matière de droits civiques, et il ne faut pas oublier hein, qu'ils ont élu un président noir, moi il n'y a pas longtemps, hein, je veux dire dans les années 98, 96, j'étais en terminale. Alors il y en a beaucoup parmi vous qui n'étaient pas nés, hein. Mais bon, dans les années 96, j'étais en terminale, et en terminale, en fait, on se disait que jamais un noir, en tout cas de notre vivant, on ne verrait pas en fait un président noir à la tête des États-Unis. Et pourtant, il y a eu un président noir. Donc ça veut dire que, entre-temps, il y a eu quand même une progression en termes de droits civiques qui est absolument mémorable. On n'a jamais vu ça. Mais le pays quand même reste profondément inégalitaire. Profondément. Alors, évidemment, depuis lors, il n'est pas question de phénomènes tels que le Ku Klux Klan,
par exemple, hein, qui, avec le temps et la lutte des droits civiques, est devenu en fait, parce que ça existe toujours, hein, il faut se rappeler que ça existe toujours, mais ils sont devenus marginaux. Cette organisation est devenue marginale, et maintenant, il y a quand même des institutions démocratiques qui continuent à perpétuer des politiques de nature raciste. Et c'est là que le racisme institutionnel fait des ravages. Et je veux donner quelques exemples. Par exemple, les prisons abondent de détenus afro-américains. Les sentences qui sont prononcées contre les Noirs sont beaucoup plus lourdes en vertu de lois mises en application dans le cadre de la guerre contre les drogués, dans les années 90. C'était sous la présence de Bill Clinton. Vous vous souvenez, et Bill Clinton d'ailleurs avait été dépeint un peu comme le premier président noir des États-Unis, parce qu'il avait tendu davantage la main à ce qui est aujourd'hui la deuxième minorité du pays. Mais sous Bill Clinton, en fait, les incarcérations de Noirs qui avaient violé la loi sur les stupéfiants ont explosé. Alors qu'on dit que c'est le premier président noir. Donc il était très favorable à la cause des Noirs. Et puis vous avez plus de la moitié des prisonniers en Amérique qui sont afro-américains ou hispaniques. Parce qu'il faut le rappeler, la première minorité aux États-Unis, c'est les hispaniques. Et donc le président Obama a réussi à convaincre le Congrès d'adopter ce qu'on appelait le Fair Sentencing Act. En fait, la loi qui corrige un peu le tir en imposant à la justice de ne pas appliquer des sentences les plus lourdes aux minorités. Donc ça, quand même, Barack Obama. Parce que vous savez, avant, quand je préparais cette émission, en fait, moi, j'avais des certitudes au sujet de Barack Obama. Et par exemple, je considérais que Barack, c'était le président des minorités et des quotas. Qu'il n'avait été là que pour dire, en fait, aux gens qu'il était le premier président noir, mais qu'en réalité, il n'avait pas vraiment aidé à pousser, à faire évoluer la cause des Noirs. Okay, donc il avait quand même réussi à faire ça. Joël Manga, alors pourquoi Macron ne s'est pas encore prononcé sur cette affaire? Alors évidemment, il veut d'abord voir, mais pour des raisons politiques évidentes. Macron veut d'abord voir dans quel sens les choses vont tourner. Je vous rappelle que Castaner se prononce dans un contexte particulier. La mort de George Floyd a créé des émeutes, non pas des émeutes, en tout cas des manifestations en cascade en France. Et ces manifestations en cascade, dans le contexte de manifestations en cascade en France sur l'affaire Adama Traoré, on découvre, un journaliste publie une enquête qui fait le point justement sur le fait que, alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, qu'un journaliste a fait une enquête, en fait, il s'est infiltré dans un groupe Facebook de la police, et dedans, il a vu que les conversations qu'il y avait étaient essentiellement des conversations racistes. Alors, on va en parler, puis j'arrive, deux secondes. Alors, dans ce groupe-là, Facebook, comment s'appelle, le journaliste, en fait, se rend compte de ce racisme-là, et donc fait un article dessus, et c'est le tollé. Castaner se saisit de cette affaire, et met à contribution la justice, convoque la justice, et demande à la justice de se prononcer sur cette affaire. Alors, Macron, dans toute cette affaire-là, pourquoi il ne s'est pas prononcé sur cette affaire? Il attend comment les choses vont tourner. Si, par exemple, Castaner est mis en difficulté parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale ou dans l'opinion publique, il n'y a pas de récupération, c'est-à-dire que Castaner ne se fait pas tuer, il va se prononcer pour cette enquête-là. Mais si Castaner se fait dégommer, il n'en parlera pas au nom de « je laisse la justice se prononcer ». Donc c'est ça qui fait que Macron ne s'est pas encore prononcé. Salut Pavis Coeta, comment vas-tu, Frangin? Et Jeannot, comment vas-tu? Sois le bienvenu. Alors, Pi dit, ne crois-tu pas que cette affaire Floyd, qui est suffisamment effroyable en soi, est récupérée politiquement pour dégommer Donald Trump? Parce que je vois de plus en plus dans les médias traiter cette affaire comme un référendum contre Trump. Est-ce que vous avez la vidéo? Parce que moi je ne la vois plus, la vidéo. Est-ce que vous avez toujours l'info? Accordez-moi 2 secondes, hein, parce que moi je ne vois plus la vidéo. Mes amis, est-ce que vous voyez toujours la vidéo? Si vous la voyez toujours, il faut me faire signe. Hein, parce que moi, je ne la vois pas, la vidéo. Hein. Est-ce que vous êtes là, mes amis?
Ah, ok, bon, mais parfait. Donc, si vous l'avez, écoutez, c'est génial. D'accord, parce que moi, je n'avais pas de retour, donc je voulais m'assurer quand même. Oui, alors, est-ce que donc c'est pas un référendum contre Trump? Oui, alors, on peut l'imaginer comme une manipulation contre Trump, mais c'est quelque chose quand même où il faut quand même être assez... Il faut faire attention quand même. Il n'y a pas, de mon point de vue, est-ce que c'est Trump qui met Derek Chauvin sur le coup de George Floyd pour le tuer? Non, clairement non. Mais par contre, vous avez vu la manière dont Trump gère cette affaire? C'est honteux. Trump monte au créneau et prend des actions militaires contre des gens qui sont fondés à dire ça. Et je vais vous dire autre chose. Comment il s'appelle Trump fait quelque chose de bizarre. Trump prononce un discours justement où il commentait un peu les chiffres sur le chômage. Je pense que vous l'avez tous vu. Et dans lequel, pour se féliciter et pour se glorifier des chiffres du chômage qui sont bons, il dit c'est un grand jour pour George Floyd. Vous vous rendez compte? Il convoque la mémoire de quelqu'un qui est décédé de façon aussi atroce pour légitimer, pour s'auto-glorifier. Donc, lui-même tend le bâton pour se faire battre. Alors, évidemment, les gens qui sont contre Trump, ce qu'on appelle l'État profond, mais ils récupèrent cette affaire-là, oui, contre Trump, oui, mais très très clairement. Et les démocrates, vous le savez, les démocrates aux États-Unis ont toujours été très sensibles à la question, à la question des Noirs. Et donc, les démocrates, justement parce qu'ils sont aussi dans une phase préélectorale, utilisent cette question-là et vont en combat contre Trump. Je dois dire d'ailleurs que cette élection, c'est l'élection de George Floyd. Vous vous souvenez, quand on a parlé il y a quelques jours, en fait, quand on avait fait une émission spéciale sur The Lancet. Et je vous avais dit à l'époque, je ne le savais pas, mais j'en avais quand même, si vous voulez, une espèce de préscience, une espèce de pressentiment. Et je me disais, cette affaire du The Lancet, c'est un tournant dans la lutte contre l'hydroxychloroquine. Plus rien ne sera jamais comme avant. Parce qu'ils ont utilisé des mécaniques qu'ils connaissaient bien, mais on en reparlera tout à l'heure. Et je vous dis, cette affaire George Floyd, elle sera au cœur de la campagne électorale. Et la campagne électorale a déjà démarré. Vous savez que Joe Biden, par exemple, vient d'être investi. Il sera très vraisemblablement le candidat démocrate. 1971, je crois, délégués, il a obtenu le vote de 1971 délégués. Donc, vraisemblablement, ce sera Joe Biden contre le candidat des républicains et vraisemblablement Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Joe Biden, de mon point de vue, ce n'est pas le meilleur candidat, de mon point de vue, pour les démocrates, mais ma foi, le fait qu'il ait réussi quand même l'essai, alors qu'il est lui-même sous le coup d'une accusation judiciaire, veut dire quelque chose en fait du tournant de la campagne. Et la question de George Floyd sera au cœur de la campagne avec la question de la politique sanitaire. Et quand je parle de la politique sanitaire, je parle de la question bien précise de l'assurance et de la manière dont on finance la santé aux États-Unis. L'Obamacare, nouvelle version, reviendra dans le débat politique et croyez-moi, ce ne sera pas forcément les démocrates qui vont le porter. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Donald Trump est un redoutable animal politique. Abdou Sanoro dit que peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, mais quelle est la valeur juridique de conversations privées entre policiers s'ils n'ont pas été pris la main dans le sac dans le cadre de leur travail? Alors, franchement, c'est une très belle question et je te remercie de la poser, Abdou Sanoro, mon cher ami. C'est une question d'exemplarité. C'est une question d'exemplarité. Et d'ailleurs, en fait, à cette étape, et c'est pour ça d'ailleurs que Castaner ne saisit la justice qu'en lui demandant de vérifier si dans le groupe-là, il y a motif à poursuivre les gens. Castaner ne dit pas poursuivez-les. Castaner dit écoutez, il faut aller chercher dans ces conversations privées, effectivement, et tu as raison de rappeler le caractère privé de ce groupe-là, mais aller chercher dedans s'il n'y a pas motif à entrer en condamnation. Mais deuxième chose, c'est le fait que, en dépit du fait que les conversations sont privées, il peut y avoir dans ces conversations-là, et moi, je ne suis pas, moi, c'est une question par contre qui me préoccupe, comment vous pouvez dire
que vous allez gérer l'ordre et la morale publique, hein, s'entend, puisque l'ordre et la morale, la sécurité et tout ça, sont délégués à la police. Si vous avez des préventions ou des préjugés de type racial ou ethnique, vous voyez bien comment un policier chargé de faire régner l'ordre a un biais intellectuel raciste ou des lunettes qui racistes, en tout cas dans la manière dont il conduit son travail. Le deuxième problème, c'est que ce groupe, quoi qu'il soit privé, ne regroupe que des gens qui sont de la corporation policière. Ça veut dire que théoriquement, tous ces gens-là ont une manière, en tout cas ils s'entendent, ils pourraient comploter pour faire avancer leur vue. Pour ce que j'en ai vu, moi, du journaliste en fait, les gens disent, par exemple, il y a un des policiers qui dit, en fait, les musulmans et les noirs, en fait, il faut les laisser se frapper entre eux. Laissez-les se frapper entre eux et quand ils sont totalement faibles, là, vous rentrez en ligne de compte et vous les achevez. Vous voyez un peu la tournure que pourraient avoir ces choses-là? Oui, c'est une question privée, mais il faut que la justice aille regarder. Alors oui, effectivement, Pi, tu as raison, on déplore, c'est vrai qu'il y a un traitement médiatique dans cette affaire qui est un peu particulier, mais on parle moins des violences policières et plus de Trump. Oui, à cause du racisme institutionnel. Ceux qui se plaignent aujourd'hui sont essentiellement de couleur, les hispaniques et les noirs, qui sont les plus grosses minorités, la première étant les hispaniques. Ils ont effectivement des, comment ça s'appelle, ils subissent plus les violences policières qu'autre chose. Et Trump, de ce point de vue-là, n'a pas fait avancer la lutte contre le racisme institutionnel. Il n'a rien fait. C'est simple, il n'a rien fait. Okay? Donc c'est ça qui justifie en fait que certains sont allés le chercher. Donc je parlais de racisme institutionnel et des ravages qu'il fait. Je disais en fait que les sentences qui sont prononcées contre les Noirs, et ça fait l'objet d'études, sont beaucoup plus lourdes. Et puis plus de la moitié des prisonniers aux États-Unis sont afro-américains. Maintenant, c'est devenu effectivement le nouvel enjeu de la campagne. Et c'est ça qui justifie le traitement médiatique de la campagne. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'aux États-Unis, les journaux, ils n'ont pas cette neutralité que nous, on connaît dans l'espace francophone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, un journal n'a pas l'obligation d'être neutre. Mais le journal doit dire pour qui il roule. De sorte que le lecteur, en prenant le journal, sache en fait, oui, ah mais ça on est totalement d'accord. Et d'ailleurs, Pi, tu dis ce que je dis, tu le dis avec des mots qui sont remarquables. Barack n'a pas été plus efficace dans le racisme institutionnel. Mais, à sa décharge, il s'est attaqué à deux problèmes qui sont deux problèmes importants. Le premier problème, c'est le problème de la santé et de son financement. Je te rappelle que c'est Barack Obama qui a voté le Obamacare. Et le Obamacare, c'était quoi? C'est le financement de la santé pour les personnes les plus pauvres. Et dans cette cohorte-là des personnes les plus pauvres, la majorité est dans les Afro-Américains et dans les Hispaniques. Et le deuxième sujet sur lequel Barack, ma foi, a fait avancer le SMILBLIC, c'est la question de... comment ça s'appelle? La question du... comment ça s'appelle? Sentencing Act. En fait, la question de la condamnation. Quand un juge est face à une minorité, il ne doit pas entrer automatiquement en condamnation, donner la peine la plus sévère. Il doit atténuer la peine. Et sur ces deux sujets-là, qui faisaient des ravages quand même, la santé et le système pénal américain, je pense quand même qu'il a fait ce qu'il a pu. Okay? Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, ça a été quand même un pantin, une marionnette entre les mains des oligarchies diverses aux États-Unis. Alors, Abdou Sanoro, tu réponds à Galassalou. Ah oui. Alors aujourd'hui, Abdou Sanoro, tu réponds en fait à Galassalou et tu as raison. Est-ce qu'un échange sur Facebook suffit à faire condamner quelqu'un? Complètement aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui d'ailleurs, si vous voyez bien les conditions générales de Facebook, selon que vous êtes aux États-Unis, en France ou dans les pays développés, ont été mises à jour et il y a cette question-là de la collaboration des réseaux sociaux avec les États, justement pour la répression par exemple, les injures publiques à caractère racial, etc.,
peuvent faire l'objet, peuvent vous faire poursuivre en fait sur Facebook. Oui, complètement. Alors, aujourd'hui, le nouvel enjeu de la campagne, c'est que face à la rhétorique en fait de Donald Trump en fait sur la loi et l'ordre, vous l'avez vu, hein, reprenant un peu les thématiques de Richard Nixon, Joe Biden en fait lui oppose en fait l'unité. Il devient le candidat de l'unité. Et donc, vous avez le candidat démocrate à la Maison-Blanche qui a accusé formellement en fait le président américain d'avoir transformé les États-Unis en champ de bataille, en menaçant d'envoyer l'armée pour mater les manifestants dans le cadre des manifestations qui ont été provoquées par la mort de George Floyd. Par exemple, à Philadelphie, Joe Biden a promis de tout faire pour guérir les blessures raciales. D'ailleurs, c'était la première sortie de Joe Biden qui n'était pas sorti depuis longtemps, qui était en confinement. Et d'ailleurs, ce confinement a été, j'en ai parlé dans le live de la semaine dernière, était aussi un confinement militant. Il disait en fait qu'il ne déconfine pas parce que justement son adversaire présomptif à l'époque, puisqu'il n'était pas encore le candidat des démocrates, appelait les gens à aller justement à sortir du confinement. Donc il a promis, Joe Biden, à Philadelphie, de tout faire pour guérir les blessures raciales s'il gagne les présidentielles en novembre. Et puis, le jour des obsèques, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, il a dit en fait, et il expliquait en fait les chiffres économiques, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il disait que 42 millions de salariés avaient perdu leur emploi et que c'était depuis le début de la crise sanitaire en fait, et il a convoqué les journalistes en fait, et dans une espèce d'autoglorification, il a évoqué l'importance d'avoir une justice égale pour tous, et il a eu cette phrase que personne n'a compris, et que moi je trouve absolument scandaleuse. J'espère que Georges nous regarde de là-haut en pensant que ce qui arrive à ce pays est grandiose. C'est un grand jour pour lui, et c'est un grand jour pour tout le monde. Personne n'a compris ça. C'était shocking, la phrase était shocking, et pourquoi elle était shocking cette phrase-là? C'est parce que le monsieur est décédé de violences policières, tu envoies l'armée pour mater le peuple, et pendant que tu envoies l'armée pour des manifestations occasionnées par quelqu'un qui est mort de brutalité policière, tu invoques son nom pour t'auto-glorifier. La démarche était, alors, à tout le moins méprisable. En tout cas, c'est ce que Joe Biden, justement intervenant sur cette question-là, avait rétorqué. Donc voilà, je voulais donc aborder ce premier point-là sur George Floyd, et puis vous parler rapidement de la rentrée scolaire avortée. Parce que, et sans transition, la rentrée scolaire avortée, pour moi, c'est encore le spectre de l'année blanche qui ressurgit, et il faut que là, on s'inquiète tous ensemble. On s'inquiète tous ensemble, pourquoi? Parce que c'est le spectre de l'année blanche qui ressurgit. Oui, et là, de ce point de vue-là, et je parlerai tout à l'heure de ce qu'un ami à moi, qui s'appelle René Yansounou, que j'ai vu, sa publication sur Facebook, qui disait en fait de son point de vue ce qu'il fallait pour sauver l'année scolaire 2019-2020. Alors comme il est enseignant, ça m'a semblé pertinent de rappeler ici son opinion. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pourquoi c'est grave tout ça? Pourquoi cette question de l'année blanche et de son ressurgissement est un sujet pour nous tous qui sommes concernés par cette question-là, qui avons des enfants, des neveux, des nièces qui sont à l'école. Parce qu'une année blanche, en fait, d'abord, c'est des pertes économiques énormes. C'est des centaines de milliards de francs perdus, parce que l'année budgétaire qui occasionne des dépenses pour le système scolaire, en fourniture, en matériel, en infrastructure, en salaire, puis en services de toutes sortes. Parce que vous savez, la plus grosse cohorte de la fonction publique, en fait, c'est les enseignants. Donc, leur salaire qui a été dépensé justement par l'État fait que si on l'a dépensé en pure perte, on va le redépenser pour les mêmes cohortes, mais on va le dépenser aussi pour celles qui sont après. Ensuite, c'est que si tout cela est payé et qu'on dise que l'année n'a aucune valeur au plan scolaire, c'est une perte énorme que les gens ne doivent pas envisager. On aura investi en fait de l'argent pour rien. Et puis, c'est une année d'activité, une année. Parce que tous ces gens-là, tous ces jeunes qui sont à l'école, dépendamment de l'étape à laquelle ils se situent, dans 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans,
aurait contribué à la production de richesses pour l'économie nationale, et c'est une année de retard sur cette activité économique-là de différer. C'est aussi une année de cotisation en moins. Parce que vous savez que chaque fois que les entreprises créent de la richesse, elles payent des salaires et sur ces salaires, elles prennent une partie qu'elles dépensent justement pour payer les cotisations fiscales et sociales. Et donc, c'est une année de cotisation en moins qu'on n'aura pas. Et c'est surtout parce que, vous savez, quand on perd une année, ça creuse davantage les fossés entre nous et les autres pays. Parce que vous savez, dans une compétition, le monde est un monde global et nous sommes, nous les pays pauvres, nous n'avons pas de réserve. Tous les pays qui trouvent aujourd'hui des solutions intelligentes pour ne pas avoir d'année blanche ou d'année invalide, elles le font justement pour des raisons économiques. Et nous, dans cette compétition-là, on ne peut pas se permettre de simplement fermer notre école en disant advienne que pourra. Donc les fermetures d'écoles aussi, il faut le rappeler, elles affectent plus les enfants les plus vulnérables, parce que les enfants les plus vulnérables ne vivent en fait que de l'école publique. Et pour les gens qui sont riches, en fait, ils ont la possibilité d'avoir des alternatives quand l'année est blanche. Par exemple, en 88, pour ceux qui s'en souviennent, moi j'étais au CM2, je crois, CM2, 88. L'année blanche, en fait, tout ce qui était, et nous en faisions partie, tout ce qui était des enfants de pauvres, ont subi le contre-coup de l'année blanche. Voilà. Et donc, pour les autres, leurs parents les ont simplement envoyés dans des pays où l'année n'a pas été blanche et ils ont suivi, en fait, une année normale. Voilà. Et donc, je voulais vous parler, donc, parce que je ne veux pas parler que de mauvaises nouvelles, en face du spectre de l'année blanche qui ressurgit, on a de l'autre côté des mécaniques et des modalités qui peuvent nous permettre de sauver l'année scolaire. Et donc, voici ce que disait mon ami René Yansounou, que j'ai, sur le mur duquel j'ai vu cette intéressante idée. Il dit, par exemple, ne reprenons pas maintenant, parce que, et c'est en ça que son idée est intéressante, parce qu'elle jugule à la fois, elle met en balance d'un côté l'exigence de sécurité sanitaire, en maintenant les écoles fermées, jusqu'en septembre. Et à partir de septembre, on ouvre l'école pour 3 mois. Septembre, octobre, novembre, on termine les cours. En décembre, on fait les examens. Et le 5 janvier, on réouvre les classes. Donc 2020-2021, ça va être donc de janvier à août. Effectivement, ça aura une conséquence. Ça aura une conséquence, c'est que l'année va changer. L'année 2020-2021 va changer, elle va être de janvier à août, et les vacances vont être réduites. Ce sera de août à octobre. Et ensuite, on reprendra une vie normale. Voilà, j'ai trouvé cette idée-là absolument géniale, et je me demande en fait si l'État ne devrait pas considérer cette question-là, parce que c'est une question qui est essentielle et qui pourrait nous éviter le spectre de l'année blanche qu'on ne peut pas se permettre en tant que pays pauvre très endetté, mais aussi pays qui figure parmi les pays les moins avancés. Je voulais parler aussi de l'activiste Hassan Diouf. Ok? Et alors, je passe sans transition parce que j'ai promis de parler de 5 sujets. L'activiste Hassan Diouf, c'est qui Hassan Diouf? Je pense que tout le monde le connaît, en tout cas tous ceux que je vois sur le live aujourd'hui connaissent Hassan Diouf et savent en fait que c'est un activiste, il faut l'appeler comme ça, un activiste notoire, et cet activiste s'est illustré par, ma foi, un comportement assez bizarre. Alors je rappelle d'abord qui c'est Hassan Diouf. C'est un immigré qui était établi aux États-Unis en fait, qui a été extradé vers le Sénégal il y a quelques temps, alors je ne sais plus, peut-être 2 ans, enfin un peu moins peut-être, et il a été de nouveau arrêté le 2 juin. Parce que Hassan Diouf avait bénéficié d'un retour de parquet et il continue de faire face aux enquêteurs. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche, Hassan Diouf? En fait, il a fait une sortie le 31 mai dans laquelle il dénonçait en fait le manque d'eau dans une école de quartier la veille de l'ouverture des classes. En fait, l'avant-veille, parce que le 31 mai,
C'était 2 jours avant la date prévue pour la réouverture des classes. Et donc il a fait un live, Facebook notamment, dans lequel il disait en fait que voilà, que c'était pas normal que les écoles ouvrent, les écoles des quartiers populeux notamment ne doivent pas ouvrir alors qu'il y a des problèmes d'eau, etc. Jusque-là, aucun problème. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, il n'y a absolument aucun problème. D'où vient le problème en fait? Parce que ce n'est pas ça qui fait que les policiers sont venus le chercher. Mais il a passé tout son live à insulter, mais à abreuver d'injures Macky Sall, son épouse, Mansour Faye, Aliou Sall, le maire de Guédiawaye, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes encagoulés sont allés le chercher à son domicile, ont défoncé les portes et l'ont embarqué manu militari, semble-t-il, sans avoir même de mandat pour l'amener. Alors, si je récuse le procédé, parce qu'effectivement, la méthode peut sembler problématique. Le fait d'aller chercher les gens hors de toute règle de droit pour les ravir, pour les séquestrer, sans décision de justice, pour les présenter à un procureur, ça me semble sortir de tout état de droit. Ce n'est pas normal. Par contre, si la méthode me semble problématique, il faut quand même qu'on se dise quelques vérités. Et ça, je veux que vous l'entendiez bien. Moi, je suis d'une culture et je sais que la plupart de ceux qui sont sur le live aujourd'hui et qui sont mes amis ont ceci en partage avec moi. On ne peut pas admettre que quelqu'un passe son temps à agonir d'injures de respectables personnes sans en subir le contre-coup judiciaire. C'est tout. Nit ki mënuloo toog ci internet bi suba ba ngoon di saaga nit yi. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je rappelle que il ne s'agit pas simplement de Macky Sall que cette personne-là a insulté. Assane Diouf a insulté tout le monde. Je rappelle que son dernier séjour en prison, c'était pour avoir insulté, comment il s'appelle, le porte-parole du Khalif des Mourides. En tout cas, on lui reproche cela, de l'avoir insulté. Mais, et puis, je note qu'il y a une levée de bouclier. Il y a mon excellente amie Françoise Hélène Gay, qui est ma sœur, et vous savez l'affection que je lui porte, qui est montée au créneau pour dénoncer l'arrestation de Assane Diouf. Mais, my sister, Françoise Hélène, mais tu veux qu'on fasse quoi? Le mec insulte tout le monde. Toi-même, Françoise, moi j'étais là, il t'a insulté, mais copieusement. Mais je te connais assez pour savoir que tu combats pour des questions de principe. Et c'est de la grandeur de ton point de vue. Mais je ne veux pas dire que Hassan mérite ce qui lui est arrivé. Mais quand même, l'ordre public doit être préservé. Et l'ordre public est compromis quand des gens passent leur temps à insulter. D'ailleurs, il n'est pas le seul de ce point de vue-là. Il y a d'autres personnes qui insultent à longueur de journée. Mais il faut qu'on leur parle. Il faut que l'État sévisse contre les personnes qui insultent d'autres personnes à longueur de journée. Franchement, quoi? Franchement, quoi? Si on est sérieux, on doit s'insurger collectivement contre les gens qui insultent les autres. C'est le cas d'ailleurs, et vous étiez là, je m'étais insurgé aussi contre le cas de l'autre activiste, j'oublie son nom, Karim Gueye, qui avait aussi insulté les gens de manière assez éhontée. Donc, cette question-là de l'activiste, de mon point de vue, est une question aussi principielle. Il doit répondre de ses faits et arrêter d'insulter les gens. Alors maintenant, il y a un problème aussi. C'est que d'un côté, il y a aussi cette rupture d'égalité entre ceux qui insultent et qui sont de l'opposition. Ils sont tout de suite et assez, ma foi, assez rapidement mis hors d'état de nuire. Et ceux qui insultent et qui sont du côté de Macky Sall et qui ne font l'objet d'aucune inquiétude. Oui, exactement, Djibi. On peut exprimer son opinion, même si on est en désaccord, sans pour autant insulter. Voilà. Et ce sujet-là de Hassan Diouf qui insulte les gens, c'est un vieux sujet. C'est un vieux sujet. Hassan Diouf insulte tout le monde. Alors, il y en a d'autres. Hein. J'ai vu aussi dans le parti de Ousmane Sonko une dame aussi qui passe sa journée à insulter les gens sur Internet. Mais c'est inacceptable aussi. C'est inacceptable. On doit arrêter ça.
Et nous devons, si nous voulons pacifier l'espace virtuel, en tout cas des réseaux sociaux, qui est un espace qui permet en fait de s'exprimer, si on veut, sans le gâcher cet espace-là, éviter ces histoires-là. Donc Hassan Diouf, quand même, attention. Ensuite, je voulais quand même parler quelques minutes de l'affaire en fait du Mali, parce que beaucoup de mes amis se sont un peu inquiétés en me demandant mais qu'est-ce qui se passe au Mali? Parce que j'habite au Mali en fait, et effectivement il y a eu quelques inquiétudes ces derniers jours. Donc je voulais dire à tous mes amis en fait, bon, déjà que je me porte bien, par la grâce de Dieu, mais leur expliquer aussi ce qui se jouait en fait. Oui, non, non, clairement. Pour moi, c'est même pas de l'activisme, hein, Abdou Sanoro. Pour moi, c'est même pas de l'activisme. On est dans de. Enfin, moi, je sais pas, moi, on est dans du bas niveau, quoi. Vraiment, on est dans du bas niveau, et je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est tout ce que tu veux, sauf du bas niveau. Alors, le pire, c'est qu'ensuite, ces gens-là prétendent parler au nom du peuple. Je ne sais même pas qui les a institués. De quel mandat se prévalent-ils pour insulter en notre nom? Mais moi, franchement, Hassan Diouf, not in my name. Ce n'est pas en mon nom que tu insultes. Voilà, moi, personne n'insulte en mon nom. Mais écoute, moi-même, je ne le fais pas. Vous ne le faites pas vous-même. Au nom de quoi quelqu'un viendrait insulter et voudrait nous faire croire qu'il a raison d'insulter? Inacceptable. Inacceptable. Donc, sur le sujet du Mali, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a eu, en fait, alors, il y a un imam qui s'appelle l'imam Diko, en fait, qui est un religieux, mais qui a des relations un peu troubles avec les politiques. Et mon point de vue, et là je le dis clairement, mon point de vue, c'est que les religieux, on doit les tenir à distance de la politique. Voilà, c'est tout. Et je le dis sans acrimonie. Ce qui s'est passé au Mali, c'est que les religieux et quelques hommes politiques se sont alliés pour demander, justement, oui, clairement, Antonio, clairement, c'est un manque d'éducation. Vraiment, et moi, ça me heurte, ça choque mes valeurs. Et franchement, c'est quelque chose que je réprouve fondamentalement. D'ailleurs, quand j'écoute un live, au bout de 2-3 minutes, il y a des injures, je passe à autre chose. Et je pense que nous sommes tous égaux sur cette question-là. Et Yeta, tu as raison, on peut exprimer son désaccord tout en respectant les gens. Parce que même si on les considère comme des adversaires, c'est une question de correction et d'éducation. Vraiment. Ça, vraiment, de ce point de vue-là, moi, je suis d'accord avec ceux qui ont pris la décision de traduire Hassan Diouf en justice. Et puis après, bon, traiter cette question avec beaucoup de, comment on va dire, d'indulgence. Je suis d'accord. Mais il faut aussi qu'il fasse amende honorable et qu'il s'engage à ne plus insulter les gens. Hein? Voilà, c'est ça. Alors, je voulais aussi dire que sur la question donc du Mali, en fait, il y a des hommes politiques et des religieux qui se sont mis ensemble, en fait, pour faire une manifestation. Et donc, moi, je réprouve deux choses dans cette affaire-là. La première, c'est que les religieux et la politique, ça fait mauvais ménage. Voilà, ça, c'est la première chose que je veux dire. La seconde chose, c'est que ce regroupement ainsi constitué a appelé à la démission du président. Et ça, par contre, pour moi, on a franchi une deuxième ligne rouge. On ne peut pas, hors de tout cadre légal, c'est-à-dire hors de la Constitution, appeler à la démission du président. Parce que ceux qui appellent à la démission du président appellent à la démission de quelqu'un qui est porteur d'un mandat populaire. Et vous savez tous, hein, ceux qui ont fait un peu de droit, qu'il ne peut pas y avoir de mandat impératif. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à quelqu'un qui est détenteur d'un mandat, avant la fin de son mandat, d'arrêter et de sortir. Quel que soit ce qu'il a fait. Alors, les seules limites à ça, c'est la haute trahison. Mais tant qu'on n'est pas dans la haute trahison, on ne peut pas demander à quelqu'un de démissionner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, les religieux et les politiques ont fait une manifestation et ont demandé la démission du président qui est légitimement élu. Deuxième problème. Premier problème, donc, c'est les accointances douteuses religieux hommes politiques. Deuxième problème, c'est l'appel à la démission hors de tout mandat, parce que ceux qui appellent à la démission ne sont porteurs d'aucun mandat. Aucun mandat. Parce que les religieux et les hommes politiques qui ont manifesté n'ont pas de mandat. Or, celui dont ils demandent la démission a un mandat
conféré par la Constitution, il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, il y a quand même un vrai sujet. Troisième question, ils ont appelé à marcher sur la résidence du président et il y a eu quelques escarmouches entre les forces de l'ordre et les manifestants qui sont allés jusqu'à brûler des véhicules des forces de l'ordre et de sécurité. Donc cette question-là, quand même, je me disais qu'on était quand même en train d'évoluer dans une zone de non-droit à la lisière de la démocratie. Voilà, et que ça, quand même, c'est un sujet dont il faut faire quand même, auquel il faut faire attention. Ok. Voilà, et donc sur cette question-là, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Mais le problème, et c'est le dernier point sur la question du Mali, c'est qu'à partir du moment où les religieux et les politiques ont mobilisé, et Dieu sait qu'ils ont mobilisé beaucoup de monde, le fait est qu'ils risquent d'y prendre goût. Et s'ils y prennent goût, en fait, le défi en fait que nous avons, c'est qu'ils vont y revenir. Et s'ils y reviennent, ça risque de poser un problème. Oui, alors Fallou, non, 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 tu as raison. Tu as raison, il faut respecter, nous n'avons pas les mêmes façons de réagir, et il faut respecter cette donne. Mais Hassan Diouf déconne, franchement, il déconne. Bon, effectivement, et tu as raison de le dire, il y a des gens qui disent qu'il est fou. Mais bon, moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Si, dans le cadre judiciaire, on rapporte la preuve qu'il n'a pas toute sa tête, il faut le juger avec indulgence et le mettre là où les fous sont. Parce qu'il ne faut pas le laisser aussi dans la société. Hein, les fous ne doivent pas être dans la société. Voilà. Donc, alors sur ce sujet-là, donc, je voulais terminer en disant que au Mali, on est quand même dans des relations un peu troubles entre le religieux et le politique, et que je ne sais pas de quoi cela pourrait accoucher. Ok. Et ensuite, je voulais parler donc du feuilleton à rebondissement du The Lancet sur l'hydroxychloroquine. Vous savez, il y a eu quelques points en fait. The Lancet a publié une étude qui concluait que l'hydroxychloroquine pouvait être néfaste. Ensuite, l'OMS et je pense l'OMS et en France le ministre des Solidarités Olivier Véran. D'abord, l'OMS a suspendu les tests Solidarity et Discovery et Olivier Véran a demandé l'avis du Haut Conseil de la Santé publique avant d'interdire l'hydroxychloroquine. Ensuite, on a des scientifiques qui ont critiqué la fiabilité de l'étude. Et tout de suite après, The Lancet a commencé à émettre des réserves en disant « Ouais, mais bon, c'est bizarre, on ne voit pas très bien ce qui se passe. » L'OMS et l'INSERM sont revenus donc là-dessus en annonçant la reprise des essais. Et puis, enfin, 3 des 4 auteurs de l'étude du The Lancet se sont rétractés. Mais la rétractation la plus spectaculaire, c'est celle du responsable de l'étude, le directeur médical de cette étude-là, le docteur Mera. Alors, je rappelle que The Lancet, ce n'est pas la première fois qu'ils ont ce type de problème-là. En 2006, en janvier 2006, il y avait des révélations qui avaient montré en fait que des données avaient été fabriquées, hein, manipulées, fabriquées par la rédaction d'un article du chercheur cancérologue norvégien qui s'appelait John Sudbo et de 13 autres co-auteurs qui avaient été publiés en octobre 2005. Et plusieurs articles dans d'autres revues scientifiques ont été retirés par la suite par rapport au retrait du Lancet. Et puis vous avez aussi un autre article, un autre journal tout aussi prestigieux qui s'appelle le New England Journal of Medicine, qui a exprimé aussi des préoccupations sur plusieurs articles de recherche publiés par le même auteur. Et puis la revue a retiré en fait quelques-unes de ses études de son journal. Aujourd'hui, l'hydroxychloroquine revient en piste. Et là-dessus, je n'en parle en fait que pour vous dire en fait que vous avez gagné. C'est vous qui avez gagné. Pourquoi? Parce que nous avons tous collectivement participé à renforcer le professeur Didier Raoult. Nous l'avons renforcé à travers les réseaux sociaux. Des groupes se sont créés. Nous l'avons soutenu. Et les médias mainstream, les médias classiques, les médias de l'oligarchie, ont tout fait pour l'éteindre. Et ce n'est qu'à la force des réseaux sociaux et au rôle que tous individuellement vous avez joué en partageant, en likant, en partageant dans les réseaux sociaux, dans WhatsApp, etc., que vous avez contribué à inverser la dynamique
et à rendre possible cette reddition finalement de Gilead et de toute l'industrie pharmaceutique. Ah, écoute, alors attention, j'ai un ami là, Sambou Sangaré, qui dit ce sont les organisations politiques et sociétés civiles, les religieux n'y étaient pas associés à la marque du 5 juin. Alors c'est très bien, Sambou, j'entends ce que tu dis, mais j'ai une question. Mahmoud Dicko, c'est un politique ou c'est un religieux? Je pose la question à Sambou Sangaré. Est-ce que Mahmoud Dicko est un politique ou est un religieux? Et en fonction de ta réponse à ça, je pourrais te dire que tout le monde aujourd'hui estime que il y a quelque chose de bizarre. Et attention à Sambou, ce que je dis là, je le dis aussi au Sénégal. Je dis aussi au Sénégal que les religieux doivent sortir de la politique. Non, non, Vincent, l'imam Dicko n'est pas un politique. C'est un religieux qui s'essaye à la politique. Non, 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 Sambou. Non, non, pas du tout. L'imam Dicko est un homme religieux qui fait de la politique. D'ailleurs, et j'en veux pour preuve, non, 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 attention, ne prenez pas, parce que la CEMAS, c'est une coalition effectivement de mouvements qui a à sa tête l'imam Dicko. Et l'imam Dicko, c'est qui? C'est le président comment s'appelle, des organisations islamiques du Mali. Donc je pense quand même que cette question-là, elle doit quand même être claire. Je veux dire qu'en tant que religieux, il aille en politique, c'est un citoyen, il en a le droit. Cependant, il faut dire avec force que c'est un religieux qui va en politique. Et pourquoi c'est dangereux, cette question des religieux en politique? C'est parce que, ce que je dis par exemple aujourd'hui, les disciples de l'imam Dicko peuvent considérer que parlant de son rôle, que parlant du rôle de l'imam Dicko, je critique le religieux. Or, je ne critique pas le religieux, je critique son action politique. Cette confusion-là peut me valoir des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle je dis, ne mettons pas, non, c'est pas ça le sujet, Sambou. C'est pas le sujet. C'est pas que la CEMAS soit un parti politique. Sambou, tu sais, il faut qu'on soit d'accord sur des choses. L'imam Dicko est l'imam de la mosquée de Badalabougou. On est bien d'accord? Non, parce que là, à un moment donné, il faut qu'on soit d'accord quand même. L'imam Dicko est l'imam de la mosquée de Badalabougou. Il est l'ancien président de la coordination des organisations islamiques du Mali. Donc, qu'aujourd'hui il est un parti politique, c'est très bien, mais ça n'en fait pas moins un religieux qui, en tant que citoyen, va faire de la politique. Oui, 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 oui. Et il nous fait courir un risque. Parce que tu vois, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter, Sambou, je discute avec toi, mais on n'est pas d'accord sur ce qu'il est. Si toi et moi, toi que je connais très bien formé justement là-dessus, tu n'es pas d'accord sur cette personnalité hybride qu'il est, si on n'est pas d'accord dessus, imagine des gens moins bien formés que toi, qui n'ont pas la maîtrise en droit que tu as, imagine ce que ces gens-là peuvent avoir de difficultés à concevoir ce que c'est l'imam Dicko. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit d'aller en politique. Je dis que quand il va en politique, il crée une confusion qui peut être préjudiciable au débat politique. Elle peut être préjudiciable au débat politique, d'ailleurs, non pas parce qu'il n'a pas qualité pour parler dans le débat politique, mais parce que, en parlant dans le débat, on ne sait pas qui parle. Exactement, il a une double casquette. Mais c'est comme au Sénégal. Hein. Ce que je dis, par exemple, vous voyez le guide religieux Modou Kara, ou alors
Oui, exactement, l'ancien président du Haut Conseil islamique. C'est exactement ça. Regardez, Cher Mondoukara, euh, Niass, comment il s'appelle j'oublie son nom en fait, Serigne Niass, Serigne Moustapha Sy Djamil, Serigne Moustapha Sy. Mais tous ces gens-là qui vont en politique, mais on est parfois, si vous l'avez sur un débat comme nous sommes là en ce moment, comment exactement? C'est son autorité spirituelle et morale qui fait qu'en discutant avec lui, je ne suis plus sur le même niveau. Et cette rupture d'égalité-là, elle est préjudiciable au débat politique. Elle est préjudiciable au débat argumenté. Donc c'est ça qui fait que, attention, attention, attention. Et je le dis d'autant plus amicalement que je suis un hôte vivant parmi vous, je dis attention. Ahmed Khalifanias, exactement, c'est ça. Hein. Merci Djibril Vincent, merci infiniment. Hein. Donc attention, je pensais quand même que cette question du Mali là, et puis le Mali, je dois vous le rappeler, le Mali vit tellement de démons de la division. Le démon de la division géographique, le démon de la division ethnique que vous avez au centre du Mali, entre les Peuls et les Dogons, le démon de la division maintenant religieuse qui pourrait séparer de manière définitive les Maliens, parce que le problème, et c'est ça le sujet, c'est que quand vous êtes un homme, une autorité religieuse, pourquoi vous devez vous abstenir d'aller en politique? Mais parce que vous avez des disciples des deux côtés. Je suis convaincu que l'imam Diko a de ses disciples, justement, qui sont dans le gouvernement. Imaginez comment ces gens-là doivent être inconfortables moralement. Vous devez gérer leur vie morale et spirituelle et vous vous permettez d'avoir des questions sur leur vie, comment on va dire, politique. Et ce que je dis là est valable aussi en Côte d'Ivoire. On l'a vu avec des pasteurs qui vont en politique, on l'a vu au Cameroun, on l'a vu au Congo, et c'est dommage. Il ne faut pas que les religieux aillent en politique. Et de ce point de vue-là, vous avez bien perçu que je dis les religieux. Je ne dis pas les musulmans, je dis les religieux. Et j'interdis dans le même geste tous les religieux d'aller en politique. Alors maintenant, qu'ils aient des opinions, et ils ont raison d'avoir des opinions, ils doivent en parler avec leurs disciples qui sont en politique. Voilà, et c'était ça mon sujet. Donc je pense que le Mali ne peut pas se permettre d'être divisé aujourd'hui. Le Mali sort, il y a... Oui, mais c'est pas normal non plus. Tu vois, Sambou, et c'est ça, moi je te dis, je ne suis pas en train de dire que l'imam Diko ne doit pas y aller. Je dis que toute personne qui est religieuse ne doit pas aller en politique. Et d'ailleurs, et c'est ça aussi le problème, c'est que le président Ibeka est arrivé aussi au pouvoir par le soutien aussi des religieux. Et c'était pas normal à l'époque. Et parce que ce n'est pas normal, on a un problème. Hein. Alors, Jeannot dit en fait que, mon grand frère Jeannot, qu'il pense que tout est lié. Hassan Diouf, le président Macky, son clan, Ibeka et le peuple qui demande sa démission, la haute trahison, la révolution, qui ne s'appuie sur aucune loi. Tout est lié par le comportement des uns vis-à-vis des autres. Oui, mais mes grands frères, si tu permets, il y a quand même un petit problème. C'est que le pacte social, il a besoin d'avoir un cadre. Et ce cadre-là, c'est la loi qui l'organise. C'est la Constitution. Et nous ne pouvons pas agir hors de ce cadre-là. Parce que si nous agissons hors de ce cadre-là, nous sommes tous en danger. Parce que imagine, et c'est ça le sujet, imagine qu'aujourd'hui, Hassan Diouf réussisse à lever des gens et aille, je ne sais pas moi, peut-être tous les gens de Guédiawaye, qu'ils aillent attaquer la mairie de Guédiawaye, ils y fassent des morts, qu'ils se, comment on va dire, prévalent de lui être désormais le nouveau maire de Guédiawaye, mais ça ne peut qu'amener de la division. Tout pouvoir dans une république doit venir des élections et du suffrage universel. Voilà. Moi, c'est mon sujet. Après, on peut discuter sur la démocratie directe, indirecte, on peut discuter de ça et de son caractère représentatif, mais il faut que les gens comprennent qu'il y a des règles et puis il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas traverser. Voilà.
En tout cas, je vous remercie, hein. On a fait 1 h 20 minutes. Je m'étais promis de refaire l'actualité avec vous en maximum 60 minutes. J'ai encore 20 minutes de retard. Je me demande en fait si le format, justement à cause de l'interaction, n'est pas un format finalement de 1 h 20 minutes plutôt que de 1 heure. Voilà. Mais mettez en commentaire ce que vous en pensez et dites-moi ce qu'il y a, comment on doit faire évoluer cette émission qui vous appartient. Parce que je ne la fais, et je dois le rappeler, je ne la fais que pour vous et avec vous. En fait, je ne la fais pas pour moi. Parce que s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas d'interaction, je ne peux pas avoir cette qualité d'interaction avec vous. Alors, il y a mon petit frère Antonio qui dit le cas d'Alain Moloto, grand homme de Dieu en RDC, qui a été finalement empoisonné à cause de ses sorties politiques contre Kabila. Oui, c'est de tristes mémoires, mais ne mettons pas les hommes politiques dans la question politique. Les hommes religieux dans la question politique. Vincent, mon jeune frère, dit il faut être légaliste pour toujours. Vincent, tu as tout à fait raison. Pour moi, à partir du moment où nous admettons tous qu'il y a des règles du jeu, on doit s'évertuer à les respecter. On doit tous s'évertuer à les respecter. Dibi Anne, je te remercie. On va essayer effectivement de rester dans la zone de 1 h 30 sans quand même vous lasser. Parce que des fois, alors je me suis promis, et d'ailleurs sur le format, je ne sais pas si ça vous convient, mais je prends 5 points de l'actualité de la semaine que nous traitons ensemble. Et après, vous m'apportez vos inputs. Je dois aussi dire que pour la plupart des questions que j'ai traitées ici, je vois dans le public des gens qui sont 20 fois plus compétents que moi. Par exemple, sur la question du Mali, Sambou Sangaré est 20 fois plus compétent que moi. Sur la question de l'éducation, de la formation, Dibi Anne est 20 fois plus compétent que moi. Sur la question du droit, du journalisme, il y a mon jeune frère Vincent Mendy qui fait des choses fabuleuses sur Internet. J'ai mon grand frère Louis Lopi qui est là aussi, que je salue au passage. J'ai Yeta. Alors je vois plein de gens. J'ai mon petit frère Galas Fallou qui est là. Abraham Beng, mon jeune frère. J'ai Antonio qui est mon ami aussi. Abdou Sanoho. J'ai qui d'autre sur le live? Et je veux vous remercier tous individuellement. Qui j'ai d'autres sur le live? J'ai Joël Manga, sois le bienvenu mon frère. J'ai le grand frère Jano Koulibaly. J'ai Papis Koïta qui était là aussi. Et je vous remercie tous vraiment du fond du cœur. Je vais vous demander de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci infiniment et bonne soirée à vous. Merci beaucoup.